ce qu'il a écrit. Le Congo, pour Tshisekedi considère le Congo comme son carré minier. Claude Lubaya, il a écrit, il a tweeté. Ben, je dis que je ne viens pas ici pour commenter sur des fourberies, des thèses. C'est un scientifique, c'est un politique important de notre pays. Lui-même, il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il le dit, hein, mais c'est son point de vue qui n'engage que lui. Ça a été utilisé comme une sorte de rançon. Parce qu'en fait, ce que vous avez appelé l'effort de guerre, c'est des ressources de l'AMIBA qui ont été totalement prises pour pouvoir financer la guerre, endiguer l'avancée des rebelles, du RCD, ainsi de suite. Et c'est ça qui a fait tomber l'AMIBA. Et c'est ça qui a mené la misère au Kasaï oriental, particulièrement en Bujumaï, avec l'effet domino à travers tout le territoire et les autres provinces voisines. Et donc, de cela, la province s'est transformée. C'était une province de donateurs, c'est devenu en fait une province où la misère était indescriptible. Et des gens pouvaient arriver à l'aéroport, vous trouvez plein de gens en train de demander de l'argent. Mais naturellement, essentiellement, vous devez savoir que Kasaï oriental, c'est une province, le Grand Kasaï essentiellement, particulièrement le Kasaï oriental, c'est un espace de grands entrepreneurs. C'est des investissements qui ont coûté cher à la République. C'est le peuple congolais qui a supporté ça et qui ne s'est pas en tiré profit. Donc nous sommes allés pouvoir faire l'état des lieux et voir comment il faut mettre ça en valeur de manière pédagogique et responsable. De manière pédagogique et responsable. Vous estimez qu'avant, il n'y avait Monsieur, pas... je vous dis que c'est la fin. Il n'y avait pas de responsables. C'est la fin que justifie les moyens. Okay. Lorsque vous investissez autant d'argent, 2 millions dans un projet comme ça, et que finalement on n'a pas les résultats, on arrête, et que plus rien ne sait, personne ne suit, c'est de l'irresponsabilité. Et ça, c'est se moquer, c'est insulter le peuple congolais qui a supporté ça. Et donc nous avons, sous l'autorité du président de la République, nous avons fait des visites de sites pour savoir ce qu'il en est et ce qu'il y a lieu de faire pour revaloriser, pour valoriser ça. Parce que abandonner ça, ce que je dis, ce sera totalement irresponsable. Ce n'est pas de l'argent sorti de la poche d'un individu, ce n'est pas des ressources acquises ou données par la faveur d'un individu, c'est de l'argent sorti du trésor public. Et donc nous avons l'obligation d'examiner, de voir comment mettre ça, remettre ça, valoriser ça, exploiter tout ce qui a lieu d'exploiter, remettre ça en valeur pour pouvoir permettre au peuple congolais de tirer pleinement profit de ce qui a été fait en son nom et pour son compte sans pouvoir le permettre d'en tirer profit. Est-ce qu'il y a l'espoir aujourd'hui que Boukanga Alonzo puisse refaire surface? Je vous dis que nous allons mettre en valeur, apporter des investissements supplémentaires. Et d'ailleurs, c'est là que je félicite le ministre de portefeuille qui a Jean-Lucien Boussa, qui, je crois, il avait déjà mis en place une commission pour également une commission interinstitutionnelle pour aller faire un état des lieux et voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir relancer les activités de ce groupe de sociétés. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde car l'émission est en train de passer en direct sur 10e rue Télévision, le temple de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Et aussi, vous êtes en train de nous suivre sur Delcas Télévision et au Centre Télévision. Et cette émission, vous avez l'habitude de suivre ça dans plus de 15 chaînes qui nous prend en relais. C'est votre grande émission après Eric Nindou, Jean-Marie Kassamba, Abraham Kabanga, tant d'autres, les Atundu. C'est les tours de le professeur Peter Kassongo. Il est conseiller principal du chef de l'État. Il
il s'intéresse plutôt, il s'occupe de l'agriculture, pêche et élevage. Mais ici, nous le recevons comme également acteur politique. Il a plusieurs casquettes, hein, mais je ne saurais pas tout dire ici. Professeur, soyez le bienvenu. Merci, merci Dalphin. Je précise que vous êtes aussi de l'UDPS. Bien sûr, je suis secrétaire national de l'UDPS, en charge de budget, commerce et économie. Alors, vous êtes aussi de l'UDPS, mais vous avez plusieurs casquettes, mais ça va nous permettre quand même d'évoluer avec vous dans plusieurs angles. 6 ans après, le régime Tshisekedi au pouvoir, est-ce le régime Tshisekedi a résolu le problème des Congolais? C'est la question principale de l'émission. On fait les bilans de mi-parcours parce que c'est le deuxième mandat. Nous sommes au début d'une nouvelle année. Mais avant cela, il y a quand même les arriérés. Vous devriez les payer parce que quand j'ai annoncé que je vous reçois, j'ai reçu autant de questions. Une question directe. Êtes-vous fier d'être appelé conseiller principal du chef de l'État? Si je suis fier, je dois vous dire que être d'abord collaborateur de la première institution du pays, c'est une grâce, c'est une faveur particulière, c'est pas donné à tout le monde. Et donc vous dire que je suis fier, je peux faire, c'est plus que d'être fier. C'est non seulement la fierté, non seulement la joie et le sentiment de considération, mais c'est une expression de confiance de la plus haute autorité du pays. Donc cette confiance est un trésor. Donc je peux vous dire que la fierté seule ne symbolise pas ce que je ressens, ce que je considère d'être collaborateur du chef de l'État, et pas n'importe quel État, c'est la République démocratique du Congo. Pour moi, c'est beaucoup de choses. Vous occupez de l'agriculture, vous occupez du pêche et élevage. Mais avant d'aller dans le plus profond de ce sujet, quelqu'un m'a dit, les collaborateurs du chef, ils n'arrivent pas à comprendre ou à cerner le pourquoi ils sont là auprès du chef. Pensez-vous qu'il y a des distraits, il y a des jouisseurs qui sont autour du chef? En fait, je ne suis pas mieux placé pour vous dire qu'il y a des distraits, il y a des gens qui ne font pas leur travail, parce que le mieux placé, c'est le chef de l'État lui-même, c'est notre employeur. C'est lui qui sait qui fait quoi. Je fais que poser les questions des téléspectateurs. C'est pourquoi je vous dis, c'est lui qui sait qui fait quoi et comment il le fait. Et celui qui, le moment venu, va dire, voilà, c'est comme arbitre, ok, comme arbitre, comme juge, qui sait ce qu'il faut faire pour ceux qui ne font pas leur travail, ainsi de suite. Mais moi, je ne suis pas mieux placé pour vous dire qu'il ne le fait pas, parce que moi, je ne veux pas mettre à la place de l'employeur. Tout ce que je sais, c'est que chacun, dans sans sphère de responsabilité, essaie de produire le meilleur de lui. Et donc, voilà, donc je ne sais pas aller au-delà de ça. C'est vous dire que chacun travaille, et s'il faut apprécier, il ne me revient pas à moi. Il y a un directeur de cabinet, il y a le chef de l'État lui-même, qui est l'employeur de tout le monde au sein de son cabinet, qui sait dire qui travaille et qui ne travaille pas bien, ou qui fait plus que les autres. Donc ça, c'est à sa discrétion. Entre la méritocratie et la récompense, qu'est-ce qui prime à la présidence? Mais on récompense la méritocratie. La récompense, que vous entendez par récompense? Mais je sais pourquoi j'ai posé cette question. Mais c'est pourquoi je dis. Donc, récompense, ça veut dire, en politique, on récompense la loyauté, la fidélité et la compétence. Ok? Et comment on récompense ça? Avant d'arriver à la compétence, vous avez dit la loyauté, la fidélité. La fidélité, la loyauté. Donc, on peut ne pas être compétent, mais vous êtes loyal, vous êtes fidèle. Oui, mais pour certaines... On vous récompense. Non, écoutez, pour certaines fonctions, des compétences techniques ne sont pas forcément essentielles. Il faut être un homme de confiance. Pour certaines fonctions? Bien sûr, il y a certaines fonctions, oui, bien sûr. Quand on dit compétences techniques, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin que vous ayez telle qualification, tel diplôme, ainsi de suite, mais que vous soyez en mesure de faire ce qu'attend de vous le chef. Ok? Qui ne demande pas forcément des qualifications pointillées, des diplômes. Donc à la présidence, on peut avoir les illettrés, on peut avoir des gens qui n'ont pas poussé les études. Je dis certaines fonctions. Il y a par exemple, comme on dit, c'est des fonctions politiques. Hein. Ok. C'est des fonctions politiques, c'est pas forcément qu'il faut être ingénieur, il faut être ceci, dans tout le poste. Non, il y a des postes qui sont exigeants.
Il faut absolument répondre à des exigences de qualification, d'expérience. Ça, c'est indiscutable pour certains postes. Ok? Mais il y a d'autres responsabilités que l'on peut assumer à côté du chef, qui ne nécessite forcément pas qu'on ait été à telle école, telle autre. Ok? Qu'on soit simplement rodé politiquement, qu'on sache ce qu'on doit faire selon l'attente du chef. Ça peut être les services personnels et privés du chef de l'État. Donc, est-ce qu'il y a des combattants debout, les gens qui se sont battus, qui ont fait autant d'années dans l'opposition, mais n'ont pas qualité, mais dis-moi, les chefs les a pris à côté d'eux, parce que vous sûr qu'il a la présidence. Non, comment vous dire que... C'est ce que les opposants pensent, hein, qu'il y a dit tout un peu, il y a dit tout à la présidence. Comment dire qu'ils n'ont pas qualité? Pour être à côté du chef, pour que le chef vous désigne ou vous dise que vous devez être à ses côtés, vous devez répondre à un minimum de critères essentiels. Mais c'est ce que j'ai dit, vous pouvez bénéficier de l'ordonnance du chef de l'État pour avoir été combattant, mais sans avoir poussé les études plus loin, mais par la loyauté, on vous nomme. Non, donc sous votre régime, tout le monde peut mériter l'ordonnance. Non, je ne connais pas un seul côté des chefs qui ne répondent pas aux critères de compétences, de qualification, de performance. Donc, vous avez dit ici, il y a quelques minutes, que vous pouvez être du côté du chef sans être compétent, mais être loyal et fidèle. Il faut reprendre mes mots. Okay. J'ai dit sans être détenteur d'un diplôme de niveau très élevé, mais vous avez des qualités essentielles pour pouvoir l'être utile. Compétence, c'est autre chose. Ok. Les qualités essentielles peuvent faire de vous, vous n'êtes pas licencié en économie, vous n'êtes pas licencié en droit, vous n'êtes pas ceci, là, mais vous pouvez être très utile aux côtés du chef. Sans un diplôme, parce qu'en fait, pour être utile, il ne faut pas forcément avoir un diplôme. Ils sont nombreux qui ont gravi des niveaux, qui ont réussi dans leur vie, mais qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas atteint des niveaux de qualification, qui n'ont pas poussé très loin leurs études, mais qui ont développé d'autres aptitudes dans eux, pour être utiles dans la société. Donc il faut éviter de mélanger les choses, parce que les gens, ici on a l'habitude de faire le culte des diplômes. Le développement, servir, être en mesure de servir, ça ne relève pas forcément des diplômes, des niveaux d'années d'études faites, des thèses faites. Non, il faut éviter de mélanger les choses. Donc à la présidence, vous n'avez pas besoin des CV des gens? On n'a pas dit ça, parce que en fait tous ces gens qui sont à la présidence, c'est des gens qui sont qualifiés, hautement qualifiés pour l'essentiel, hautement qualifiés. Quels sont les critères les plus exigeants à la présidence? Non, les critères les plus exigeants, vous allez me demander à moi. C'est-à-dire que... Mais parce que vous êtes conseiller principal. Mais je vous dis que... Conseiller principal du chef de l'État, vous vous occupez de l'agriculture, pêche et élevage. Oui, bien sûr. Donc, vous êtes là il y a 6 ans, moins que je me trompe. Donc, vous connaissez quand même la maison. Et face aux questions très questionnantes du public, voilà pourquoi vous êtes la personne à bien placée de nous aider un peu. C'est pourquoi je vous dis ceci. Ça dépend du type de fonction et des responsabilités qui sont naturellement, qui présentent des exigences en termes d'acquis de formation et d'expérience. Mais comprenez d'abord que c'est un cabinet politique. Donc, au-delà de vos acquis de formation et d'expérience, vous devez avoir d'autres attributs. C'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est votre aptitude prouvée, votre détermination à aller selon la vision du chef et à le servir fidèlement, pour l'accompagner utilement. Et donc ça, c'est très important. Alors, professeur Peter Kassungu, conseiller principal du chef de l'État, collaborateur du chef, vous étiez à l'équipe de campagne du chef de l'État, Fatchivante, je me rappelle de vous avoir vu. Et dans cette équipe, avec les Jacquemin Chabani, Acacia, professeur Moukoko et tant d'autres, 6 ans après, êtes-vous fiers que ce que vous défendez à la télé pour que le chef ait le deuxième mandat, aujourd'hui, le chef n'a pas déçu le peuple congolais? Il n'a pas, comment vous dire qu'il n'a pas déçu, qu'il a déçu? Parce qu'en fait, il est resté déterminé dans son engagement à pouvoir servir, quoi qu'il en soit, la cause pour laquelle il est là, c'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est le peuple dans ses attentes. Et donc, je dois vous dire que, et vous le savez très bien, à chacun de moments qu'il a eu à communiquer, il est resté attaché à ses engagements pour ce deuxième mandat. Et il travaille pour ça. Quand vous suivez les conseils des ministres, tout ce qu'ils donnent comme instruction, les décisions qui se prennent, les évaluations qui se font, c'est essentiellement axé sur les engagements qu'il avait pris vis-à-vis de son peuple et ces engagements pour améliorer le quotidien, améliorer le niveau, le mode de vie des populations. Et donc, aujourd'hui, je crois que vous avez suivi son discours sur l'état de la nation. Et il a montré secteur par secteur, en si peu de temps,
malgré le fait que le gouvernement, on a pris du temps pour nommer ce gouvernement, des réalisations importantes ont été enregistrées, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sans compter la résistance, la résilience avec laquelle nos forces armées sont en train de défier en fait l'ennemi qui a en fait tout ce qu'il y a comme arsenal avec le pays voisin, même avec une grande complicité de la communauté. En fait, je ne veux pas parler de la communauté forcément, mais de certains pays. Donc, vous voyez que malgré tout cela, contre vents et marées, il y a nos forces armées qui sont en train de tenir tête haute. Et sinon, si le chef de l'État n'était pas assez concentré sur toutes ces questions essentielles, sécuritaires, le social et d'autres aspects essentiels pour la vie des Congolais. Et donc aujourd'hui, on serait peut-être très loin en train de regretter l'avancée des forces négatives à l'est du pays. Ça ne vous fait pas honte quand vous trouvez les excuses à tout moment? Je prends le tweet de M. Claudel Loubaya qui avait dit, regardez la photo ici, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne mérite pas de diriger le Congo. Parce que vous trouvez trop les excuses. Dans le poste est tellement grand pour vous. Non, mais écoutez, quand vous parlez des excuses, c'est quoi excuse? Nous parlons des évidences. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, ça c'est de mon point de vue, Félix Tshisekedi, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme du moment. Selon vous? C'est l'homme de la situation. Et je ne veux pas de Claudel Loubaya. Je dis bien, c'est son point de vue. C'est son point de vue. Moi, je ne viens pas ici pour commenter. Mais il a les éléments. J'ai dit, c'est son point de vue. Il a les éléments. Il dit que vous ne méritez pas de diriger. Mais je dis, Claudel Loubaya, dont tu parles, c'est des gens qui ont participé à la gestion de ce pays, à des degrés divers. Qu'est-ce que le pays, qu'est-ce qu'on nous a légué, nous, pendant 18 ans les gens de règne auxquels lui, Claudel Loubaya, a participé. Déjà, quand vous prenez seulement la province du Kasaï, Kasaï central, bon, moi j'ai discuté avec lui, il m'a parlé de ce qu'il fait, ainsi de suite. Bon, je n'ai pas été là, mais il faut même aller vous balader avec vos micros pour sonder au niveau de l'opinion de la population, qu'on vous dise ce qu'a été sa gestion à la tête de la province. Donc, est-ce qu'il a été forcément modèle? Donc, je ne suis pas d'une façon... Donc, c'est pas un modèle, donc il n'a pas de leçons à vous donner. Non, s'il a été un bon manager, un bon manager au niveau de la province, je ne pense pas qu'il ait été possible qu'il soit en dehors des circuits. Regardez ce qu'il a écrit. Le Congo, pour Tshisekedi, Tshisekedi considère le Congo comme son carré minier. Claudel Loubaya, il a écrit, il a tweeté. Ben, je dis que je ne viens pas ici pour commenter sur des fourberies, des thèses. C'est un scientifique, c'est un politique important de notre pays. Lui-même, il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il le dit, mais c'est son point de vue qui n'engage que lui. Donc moi, je suis en train de vous dire que le chef de l'État, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme du moment. L'homme de la situation, selon vous, mais il faut le prouver. Parce que quand vous dites que si ce n'était pas les évidences, on allait faire ça, on allait faire ça, gouverner, c'est prévoir. Donc on ne vient pas pleurnicher et demander les excuses à tout moment. J'espère que vous m'entendez très bien, mais c'est très bien. C'est ce que le public pense de vous quand vous posez des questions. Vous les gens des régimes, vous brandissez toujours les évidences parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Jusqu'ici, je vous dis que nous sommes en train d'évoluer sur le plan économique, sur le plan social. Contre vents et marées, l'économie, donc la situation est en train de s'améliorer. Je vous dis, parce que vous n'êtes pas, je dois vous dire, aujourd'hui, depuis que Tshisekedi est là, parce que vous parlez de 2019 jusqu'en ce jour. 6 ans après. 6 ans après. Je dois vous dire qu'il a réalisé des choses que 50 ans plus tôt, les gouvernements précédents, les régimes précédents n'ont jamais réalisées. Vous dites 50 ans plus tôt. Même 60 ans d'ailleurs. Vous avez les ambitieux. Non, je vous dis que beaucoup de choses ont été réalisées en 6 ans. Beaucoup. Qu'on n'aurait pas imaginé possible et qui ne se sont jamais réalisées 60 ans avant. Donc je peux me dire depuis l'indépendance. Parce qu'on le répète chaque fois, lorsque vous prenez seulement sur le volet éducatif. Parlons-en. Le volet éducatif. Nous avons aujourd'hui, sous le leadership du président de la République, en train de compter des écoles, nombre des écoles qui sont en train de se construire, rien qu'avec le programme 55C3. Nous avons à peu près 1200, donc 1200 écoles en train d'être construites. Ça, c'est un programme qui a été lancé il y a 1 an et demi.
Et je crois que vous avez déjà vu certaines écoles qui sont en train d'être livrées à travers la République. L'objectif était dans toutes les 26 provinces, mais jusque-là, il y a au moins quelques provinces pilotes. Non, il n'y a pas non, c'est-à-dire que vous n'êtes pas informé. Je vous dis que le programme a été lancé, la première phase pour les infrastructures de base. Ça a été lancé à tous les niveaux et donc en fait dans toutes les provinces. Toutes les provinces. Il y a certainement des provinces qui ont connu du retard quand il s'agit des territoires, compte tenu de difficultés d'accès. Parce que les rapports faits par les agences qui ont reçu l'achat de la mise en œuvre, ça montrait qu'il y a des matériaux, ils ont déjà été servis, ils ont des ressources, ils ont eu des matériaux, mais pour les acheminer dans les territoires où les travaux doivent être faits, ça leur a coûté beaucoup. C'est pas des difficultés d'accès, mais également des difficultés de transport pour acheminer les matériaux vers le site où les travaux doivent se faire. Donc, c'est qui prouve que vous n'êtes pas sérieux. C'est qui prouve que vous n'êtes pas sérieux. Votre conclusion me surprend, je ne sais pas d'où votre... Parce que quand vous prenez les engagements avec les gens, il y a un timing fixé. Monsieur, je vous dis que les ressources sont mises à disposition des prestataires. Et donc, les 60 ans que nous avons accumulés sans infrastructure rendent difficile d'accès certains milieux pour pouvoir y réaliser les travaux qui sont prévus. 60 et donc, ans je dis sans infrastructure. J'étais avec Jean-Marie Kassamba ici qui a dit avec les 5 chantiers sous Kabila, le Congo a été réuni, il y a eu des routes. Je ne voudrais pas que vous mettiez à me citer le nom des gens ici parce que je ne veux pas parler de gens. Moi, je préfère parler de chef de l'État. Mais parce que vous parlez des 60 ans. Mais parce que vous parlez des 5 chantiers. Mais je dois vous dire que nous avons connu les régimes passés. C'était un régime de gestion par les slogans. Gestion? Par des slogans. Non, mais Jean-Marie Kassamba a montré quand même les images. C'est vous qui avez les images, je vais me le montrer. On a parlé des 5 chantiers. Est-ce que vous me citez un seul chantier qui soit resté assez visible aujourd'hui par des réalisations? Un seul chantier? Donc on a connu des slogans pompeux, 5 chantiers, révolution de la modernité, mais vide de contenu. Vide de contenu. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui en termes de souvenirs, en termes de réalisation? Rien du tout. Rien du tout. Mais je dois vous dire que depuis que nous avons fait 6 ans aujourd'hui, je vous dis qu'il y a 1200 écoles en construction. Et la plupart d'entre elles sont déjà livrées. Il y a 786 centres de santé en construction. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, quand le chef de l'État était à Kalemi, il a réceptionné un de ces centres, très bien équipé, je dirais mieux équipé que certains hôpitaux de référence aujourd'hui. Donc il y a autant d'ouvrages d'utilité publique qui sont en construction, dont je ne sais pas aujourd'hui vous donner avec précision des statistiques, mais qui sont d'une grande importance, d'une grande utilité sociale pour la population, qui sont en train d'être réalisés. En cours d'exécution, il y en a même la plupart qui sont déjà livrés. Et donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si ce n'est que pour le programme des 145 territoires, donc je pense que les régimes précédents ne peuvent vous présenter rien de comparable. Rien de comparable. Quand vous dites... Alors, lorsqu'on met de côté cet angle-là, allons maintenant vers les aspects économiques. Avant de parler d'autre chose, mais j'aimerais que vous puissiez me répondre, mais quand vous dites que l'argent a été livré à certains prestataires, mais ils ont posé un problème, qu'il y a eu problème de route, et quelle est la sanction alors? Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Peut-être que vous ne voyez pas, vous n'avez pas la structuration générale du programme 145 territoires. Il est prévu des infrastructures de base, ça c'est la première composante. Et dans cette première composante, il y a un volet très important, c'est celui des routes de dessert agricole. À peu près 38 000 km de routes de dessert agricole qui doivent être réhabilitées, entretenues ou aménagées. Donc ça c'est la phase qui devait suivre. Donc c'est selon l'ordonnancement qui a été fait. Mais je dis qu'à cette phase déjà, la première phase de ce volet, donc de cette composante des infrastructures de base, socio-économiques de base, il était d'abord retenu des ouvrages d'utilité publique, notamment les routes, donc notamment les écoles, les centres de santé, les marchés, les bâtiments administratifs, ainsi que des sources de fourniture de dessertes en énergie. Donc ça c'était la première phase de la composante 1. Donc c'est à ce niveau-là que les prestataires se sont butés dans certains milieux, dans certaines provinces, pour accéder à certains territoires, à des difficultés. Et donc ça ne rêve pas. Ça ne rêve pas, vous savez, construire une route aujourd'hui ou l'aménager, c'est pas du tout Kotak.
il y a des étapes et ça prend du temps. C'est parce que vous êtes... Ça prend du... Non, j'ai dit ça prend du temps et ce sont, les mots de ce sont des mots, suivez-moi messieurs, ce sont des mots, ce sont des défaillances, des carences de plus de 50 ans que nous sommes en train, sous le leadership du président. C'est ce que Ngoï Kassan j'appelle d'une légèreté légendaire du régime. Pourquoi? Il était là où vous êtes assis, l'ancien gouverneur, Ngoï Kassan est sénateur, il a dit, avant de faire des choses, il fallait les consulter. Pourquoi? Parce que vous voulez construire les centres au plus profond des provinces, au lieu de commencer à construire d'abord les routes qui amènent les gens vers ces endroits. Et quand vous construisez des centres à un milieu très reculé, du moment que quelqu'un est malade, comment cette personne doit quitter chez lui pour arriver là où il y a le centre? Vous avez dit ici qu'il y a un problème de route pour amener les matériaux jusqu'à l'endroit. Donc, vous êtes un peu de prétentieux. Non, monsieur. Vous avez mal élaboré les projets et vous croisez des problèmes parce que tout était mal au début. J'ai dit bien, suivez-moi bien. Plusieurs ouvrages, écoles, centres de santé, sont en ce moment en train d'être construits. Et la plupart sont déjà livrés. Donc, on ne peut pas renverser la programmation des travaux parce que certains sites sont difficilement accessibles. Aujourd'hui, je peux vous dire que je visitais certains territoires, dans beaucoup de provinces. Je vis des écoles qui sont totalement livrées. Les élèves sont en train d'étudier dans de bonnes conditions, des salles aérées, suffisamment bien aérées, bien équipées, en bancs et même en éclairage. Donc aujourd'hui, dans certains villages, c'est encore un mythe. C'est encore un mythe. Dans des villages, vous êtes là, vous avez une prise dans une salle de classe, vous avez des lampes, vous avez des ampoules qui s'allument, vous avez ceci. C'était encore, je dis bien, c'était des choses qui relevaient de l'imaginaire. Aujourd'hui, c'est des évidences. Et donc ça, on ne peut pas sacrifier, on ne peut pas forcément renverser la tendance. Vous commencez par le route de certaines écoles, qui peut vous prendre 1 année, 2 ans, avant de pouvoir résoudre le problème des écoles, là où ça pouvait être possible dans des milieux qui étaient... C'est lui qui vous conseille, c'était l'ancien gouverneur qui a construit les écoles, qui a construit les routes. Je n'ai pas de Ngoï Kassanji. Il est sénateur, il était député. Il a construit les écoles et les routes. Je vous dis ceci. Il a plus d'expérience que vous. Je vous dis ceci. Nos amis qui ont travaillé pendant le régime précédent, donc avec tous ces régimes précédents, notamment le régime auquel nous avons succédé. Il ne faut pas être passéiste, il est avec vous. Il est avec vous dans l'Union sacrée. Je dis, c'est des gens qui ont participé pleinement à la gestion de ce pays. Qui ont l'expérience. Et qui aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux, effectivement, c'est de nous dire pourquoi ils ont échoué. Pourquoi ne pas pu faire mieux qu'aujourd'hui? Vous dites? Ils doivent partager avec nous l'expérience, les leçons qu'ils ont tirées de leurs échecs. Donc aujourd'hui, bien sûr, s'ils n'ont pas encore commencé par nous dire pourquoi ils ont échoué, ils n'ont pas de leçons à donner. Ils ne font pas de leçons de donner. C'est des gens qui devaient vraiment, si vous avez le sens des jeunes, tout ça, c'est des gens qui doivent apprendre à se taire. Vraiment à se taire. Donc pour l'instant, je vous dis, personne, aucun régime n'a su faire mieux que celui qui est aujourd'hui conduit sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, c'est où? Ici, voilà. Voilà, ça c'est encore. Vous savez, ici, c'est le ravin qu'on appelait Mbalo Chitolo, en Bujumaï. Ok. Donc c'était un ravin mystérieux. Personne ne pouvait imaginer que d'un côté à l'autre, les gens pouvaient réussir à traverser par véhicule. Okay. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est pas je ne parle pas de science-fiction. J'ai entendu parler de ces ravins. Je dis c'est des faits. Donc renseignez-vous, le Kasaï oriental, le ravin, Mbalo Chitolo. Qu'est-ce que ça représentait dans la tête de gens, ça représentait quoi? Donc c'était devenu un mythe. Aujourd'hui, donc, des gens pouvaient, pour pouvoir arriver de l'autre côté du ravin, il fallait descendre très en bas au fond, ok, et puis remonter avec tout le risque. C'est tout le temps des gens qui tombaient, des accidents, qui se fracturaient. Aujourd'hui, je dis bien, vous voyez ce qui se fait là? Donc, on a fait ce qu'on appelle des grands travaux. C'est une très grande route qui a été effectivement coupée par ce ravin pendant des années. Quand je dis des années, c'est plus de 30 ans. Aujourd'hui, je dis plus de 30 ans. Aujourd'hui, si vous allez, vous pouvez carrément, avec votre véhicule ou à pied, marcher tranquillement comme s'il n'y avait rien avant. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'était quand
l'honorable dont vous m'avez cité le nom était gouverneur. Mais j'étais avec lui, il m'avait dit, il avait arrangé ça, Ben, écoutez, après lui, il y a eu certains gouverneurs qui ne répondaient pas aux critères, qui ne savaient pas quoi faire, et puis ils ont détruit ce qu'il lui avait laissé. Bon, c'est-à-dire qu'il avait certainement arrangé dans sa tête, mais aujourd'hui, c'est dit que je ne vous parle pas de science-fiction, c'est une réalité, c'est des évidences. Vous pouvez passer vous-même, vous allez voir, vous êtes journaliste, allez interroger les populations, elles vous diront ce qu'était ce ravin et à partir de quand, aujourd'hui, donc, les gens ont commencé à marcher dessus comme s'il n'y avait pas de ravin du tout. Voilà, avant de parler, avant de prendre le secteur économique, parce que vous êtes professeur, mais j'aimerais d'abord que nous puissions rester à l'espace Grand Kasaï, parce que récemment, il y avait le chef de l'État s'est rendu là-bas et j'ai suivi certains analystes avérés dire qu'il avait eu la honte de sa vie pour avoir palpé du doigt la pauvreté et l'antiquité de la province de ses origines. Est-ce vrai? Bon, est-ce vrai? Moi, je vous ai dit que je ne veux pas être là pour commenter sur des humeurs ou des propos, ou des affirmations non vérifiées des gens. Okay. Mais ce que je peux vous dire, que depuis 5 ans, comme partout ailleurs, les conditions sont en train de s'améliorer. Les conditions sont en train de s'améliorer. Je vous dis, Mbujimai, vous savez, vous avez connu Mbujimai. Les gens risquent de s'énerver. Je vais vous dire que vous n'avez pas connu Mbujimai il y a 20-30 ans. Kasaï oriental, particulièrement Mbujimai, c'était une province des donateurs. Quoi que vous avez connu. C'était une province d'hommes d'affaires. Les Kansebou, les Fonti, les Demadonné, c'était des grands noms. Et l'AMIBA fonctionnait. Donc, c'est une ville où des artistes que vous connaissez, des grands orchestres, allaient le week-end pour se produire là-bas et voilà, et le faire, en revenir avec un peu de ressources. Depuis que l'AFDL est arrivé, Mbujimai a servi, en fait, a été utilisé comme une province, donc une ville, je ne peux pas parler de Mbujimai, de Kasaï oriental tout simplement, parce qu'en fait, avec son poumon qui était l'AMIBA, ça a été utilisé comme une sorte de rançon. Parce qu'en fait, ce que vous avez appelé l'effort de guerre, c'est des ressources de l'AMIBA qui ont été totalement prises pour pouvoir financer la guerre, endiguer l'avancée de rebelles, du RCD, ainsi de suite. Et c'est ça qui a fait tomber l'AMIBA. Et c'est ça qui a mené la misère au Kasaï oriental, particulièrement Mbujimai, avec l'effet domino à travers tout le territoire et les autres provinces voisines. Et donc, de cela, la province s'est transformée. C'était une province de donateurs, c'est devenu en fait une province où la misère était indescriptible. Et des gens pouvaient arriver à l'aéroport, vous trouvez plein de gens en train de demander de l'argent. Mais naturellement, essentiellement, vous devez savoir que Kasaï oriental, c'est une province, le Grand Kasaï essentiellement, particulièrement Kasaï oriental, c'est un espace de grands entrepreneurs. Des grands entrepreneurs, il y a de grands ouvrages, vous les avez connus certains, parmi ces entrepreneurs, les Kansebou, les Demadonné, les tant d'autres, parce que vous avez dit il y a 30 ans que je n'étais pas à Mbujimai. Je dis bien tous. Moi j'étais à Mbujimai, à Sims, à Tondé. Alors vous devez en savoir quelque chose. Ouais. Mais je veux vous dire simplement que tous ces entrepreneurs-là, ils ont été, je dirais, au lieu d'être protégés, ils ont été anéantis, détruits. Pourquoi? Parce qu'on supposait que c'est eux qui alimentaient, qui soutenaient, qui finançaient l'opposition. Enfin, c'est que c'était fait à dessein. Je dis bien qu'ils ont été anéantis. Ils ont été anéantis. Kansebou, vous avez connu Kansebou? Ouais, c'est lui qui vendait les riz et autres. Là. Ah, voilà. Qui l'avait protégé? Ils ont été exposés, anéantis, exposés à la concurrence étrangère. Effectivement, on a même créé des concurrences factices pour les anéantir. Et en conséquence appauvrir, paupériser la province. Donc je ne veux pas rentrer forcément dans le procès d'intention, mais c'est ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Alors quand quelqu'un aussi vous dit, est-ce que quelqu'un vient vous dire qu'il y a des gens, les gens n'ont pas entrepris, les gens n'ont rien fait pour le Grand Kasaï, c'est quelqu'un, c'est des gens qui ne connaissent pas le Grand Kasaï. Mais vous êtes un peu passéiste, on parle de vous, parce que je parle de 6 ans après. Le président, il est originaire de l'espace Grand Kasaï. Qu'avez-vous fait
Au lieu de se plaindre, on avait fait. Aujourd'hui, qu'avez-vous fait pour relancer l'économie de la province? Qu'avez-vous fait pour les infrastructures? Qu'avez-vous fait pour la jeunesse de l'espace Grand Kassai? Monsieur, qu'avez-vous fait? On a fait beaucoup de choses. Autant on le fait à travers toute la République, dans toutes les provinces, autant Mbuji-Mayi bénéficie aussi d'une attention particulière. Ok? Comme ça s'est fait à Kinshasa, comme ça s'est fait dans le Katanga, comme ça s'est fait dans d'autres provinces. Partout le chef de l'État est passé, vous avez vu qu'il a procédé à la remise, à la distribution, à la réception de certains ouvrages, ou à l'inauguration, au lancement de certains travaux. Donc Mbuji-Mayi, également, comme je vous l'ai dit, ça va être considéré comme une ville, la province Kassai-Orientale comme une province martyre, parce qu'en fait c'est une province qui a été paupérisée, donc asphyxiée. On lui avait tiré tout ça, on a déjà compris. Ça. Je dis bien, à force de tout cela. Oui, ça, on a déjà compris. Jean-Marie Kassamba était là avec vous. Il a dit ceci. Il y a des chantiers, en suspens, il n'y a rien. L'argent a été détourné. Il y a des projets qui ne savent plus comment évoluer. Moi, je ne viens pas faire le procès d'intention des gens. Okay. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire à travers la République. Autant ça se fait dans d'autres provinces, autant ça c'est en train de se faire au Kassai oriental, et particulièrement en Mbuji-Mayi. La voirie, vous avez vu les images, je crois que c'est quelque chose de très important. La ville est en train de recouvrer ce qu'elle avait, et aujourd'hui même je peux dire que beaucoup mieux qu'avant. La ville est dans les noirs, il n'y a pas l'eau, la ville est dans les noirs, il n'y a pas l'eau. Il y a de moins en moins, il y a un effort important pour permettre à cette population de recouvrer plus ou moins ce qu'elle avait par le passé. Et c'est ce qui est en train de se faire. Autant ça se fait au Kassai oriental, autant c'est en train de se faire ailleurs. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il y a moins de doléances. Moi, j'étais là il y a 2 ans, 3 ans. Les gens n'avaient pas des bouteilles d'eau sous la tête, sur des mamans, des jeunes filles, des jeunes garçons, le matin, le soir et tout ça. Aujourd'hui, la desserte en eau est assez assurée pour plus de 80%. Les gens continuent à puiser de l'eau dans le puits. Est-ce que la régie des eaux distribue de l'eau comme il faut? Je vous dis que je suis en train de vous dire, vous parlez des progrès qui sont réalisés, qui sont notables. Des progrès de 5% sur 100, 5%, 10% pendant 6 ans. Monsieur, vous louez ces progrès? Je vous dis qu'il y a d'énormes progrès en termes d'amélioration des conditions d'accès à l'électricité, à l'eau potable. Au-delà de la voirie, il y a eu cet effort fourni, manifeste, dont les effets sont là. Quand vous y allez aujourd'hui, j'ai dit, si vous y étiez là il y a 2 ans, 3 ans, et que vous y arrivez aujourd'hui, vous allez vous-même, vous n'aurez pas besoin que les gens vous racontent ce qu'il y a eu, vous verrez vous-même du changement qu'il y a eu. Et donc, il ne faut pas que les gens pensent que le peuple kassaïen, c'est un peuple... non, c'est comme je suis allé à l'Est, et je magnifie d'ailleurs l'attitude de nos confrères, nos compatriotes du Nord Kivu, notamment... à Goma, quand je suis allé, chaque fois que je vais, je vois que la ville se métamorphose. Et donc, autant vous voyez tous ces frères et sœurs qui sont à l'Est, qui sont devenus très résilients malgré les adversités, malgré les hostilités auxquelles ils sont exposés. Donc ça les a aguerris, ça a développé certaines aptitudes en eux. Et même une certaine habitude donc à savoir vivre malgré les hostilités, à savoir investir, à savoir faire des projets malgré. Donc je dois vous dire, autant vous voyez cette culture-là entrepreneuriale se développer à l'Est, vous devriez savoir que c'est une culture qui est très développée dans le chef du peuple kassaïen. Professeur Peter Kassongo, je précise que vous êtes conseiller principal du chef de l'État en matière de l'agriculture, pêche et élevage. Mais vous faites l'effort à ne pas répondre à mes questions, APJ au peuple de GG. Est-ce faux que les travaux de l'université de Mbuji-Mayi, les travaux se sont arrêtés? Parce que ceux qui ont pris l'argent pour faire ces travaux, vous ne savez plus comment les retrouver. Vous comprenez que vos questions que vous posez, je ne sais pas d'où vous ramassez les affirmations. C'est vraiment, vos informateurs sont vraiment... je vous ai dit que j'étais avec une autre personne ici, que je ne vais pas trop citer les noms, peut-être que ça vous dérange. L'université de Mbuji-Mayi est à près de 90% de taux d'exécution des travaux. Donc,
des petites étapes de finissage. Donc je crois que c'est ça, et bien sûr nous avons été là. Ils sont à 92% du taux d'exécution physique de travail. 90%. 90%. Donc c'est une université qui va avoir 16 grandes salles de classe, 2 amphithéâtres et 3 bâtiments de résidence estudiantine. De capacité de 600 places, 600 personnes, oui bien sûr. Mais Jean-Marie m'avait dit ici qu'il n'y a rien n'est fait là-bas. Bon, c'est-à-dire que moi je vous ai dit que je ne veux pas que vous me citiez le nom de gens ici, parce que pas commenter les gens. Si ce que vous voyez là c'est rien, c'est qu'alors nous n'avons pas la même perception de choses. Donc si ce que vous voyez là, si le bâtiment que vous voyez, si ce qui est construit, ce qui est aménagé à l'intérieur, ça veut dire ça c'est rien, alors ça sert à rien de m'amener à commenter sur pareilles affirmations. La télévision, c'est les images, mais je confirme que je suis en train de voir ici l'amélioration des travaux à l'université de Mbujimayi. Donc Jean-Marie avait dit les travaux étaient en suspens parce que les gens ont pris l'argent, on ne savait plus comment les retrouver. Mais apparemment, il y a l'amélioration. Alors vous parlez de ça, mais l'université, on parle de l'université, parce que vous me dites 6 ans, qu'est-ce que nous avons fait. 6 ans, qu'est-ce que nous avons fait. Et je peux vous dire... Est-ce que vous avez réhabilité ou vous avez construit? C'est moi qui vous dis. J'ai dit 6 ans ce que nous avons fait, mais vous pouvez me dire, dans 50 ans, combien d'universités, auquel université avons-nous construite? À part celle que nous avons aujourd'hui, nous avons l'université de Mbujimayi, nous avons l'université pédagogique de UPN ici qui est en train d'être construite, nous avons l'université à Goma, nous avons d'Alituri, nous avons à Kananga, donc vous voyez un peu, ça c'est des évidences. Je ne vous amène pas en science-fiction, où nous devons parler des choses virtuelles. C'est des évidences. Des évidences, mais est-ce que vous pouvez me dire, avant 6 ans avant, qu'est-ce qui a été construit en termes d'infrastructure de telle envergure? Je savais que vous n'avez pas l'information. Matata Pogno, quand il était Premier ministre, il y avait le projet 1000 écoles chaque année. En dehors de ça, Matata Pogno a construit l'université Mapon. Matata Pogno a construit... il a réhabilité autant d'universités. Bien sûr, vous n'avez pas tort. L'université de Kindu, c'est Mapon, oui, l'université Mapon, ça c'est visible. 1000 écoles, je vois ça dans le papier. Vous dites? Je vois ça dans le papier. C'est sur le papier que je vois les 1000 écoles. Vous n'avez pas trouvé le projet 1000 écoles de Matata Pogno? Aujourd'hui, vous êtes les bénéficiaires avec la gratuité de l'enseignement. Monsieur, je vous dis c'est sur base de ce que Matata a laissé. Je vous dis que le projet 1000 écoles, je vois ça sur le papier. Si moi je vous demande aujourd'hui de les recenser, les écoles qui ont été construites dans le cadre de ce projet, je ne sais pas si vous pourriez nous en donner à... Allez chez Caritas, ils ont les données. Pourquoi je dois aller chez Caritas? Chez Caritas, je veux avoir des papiers également. Ok. Je veux lire le papier. Vous dites que le projet 1000 écoles de Matata Pogno, c'était de la poudre aux yeux. Monsieur, je vous dis que... C'était de la poudre aux yeux. Je vous dis que quand je vous parle des écoles qui sont en train d'être construites dans le cadre du projet, du programme 145 territoires, je peux vous donner des références. Vous pouvez appeler qui vous pouvez... Dans tel territoire, on va vous dire c'est à tel niveau, c'est déjà livré, ou c'est à tel niveau de degré d'avancement, c'est en train de se faire. Donc c'est du vécu, c'est des évidences. Donc les stades municipaux avec Matata, projet 1000 écoles, vous pensez que c'est... Je vous dis que moi je parle des évidences. Nous, on est dans les évidences. On est dans les évidences. Si le chef dit que ceci va se faire, ça va effectivement se faire. Quand il a lancé, certes, que pendant le déroulement, ça peut se buter, des projets peuvent se buter à des obstacles, soit techniques, soit administratifs, ainsi de suite, qui peuvent justifier le retard dans le déroulement, mais tous les travaux qui ont été lancés sont effectifs. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique pour booster davantage, afin d'accélérer la progression. Donc vous confirmez ici que les écoles de l'État, 1000 écoles chaque année, c'est sur papier, mais dis-moi, ce qui est visible, c'est l'université Mapon que vous voyez. Donc l'université, on va, mais bon, maintenant vous voulez qu'on pose encore, qu'on soulève des questions. Moi je ne suis pas venu pour soulever des questions, mais on va à l'université, mais on peut se poser sur des questions. C'est une initiative privée, c'est financé comment, c'est ceci. On ne veut pas soulever ce genre de questions, mais nous, vous nous demandez, vous m'avez invité pour vous parler de ce que se fait aujourd'hui, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par le pouvoir public essentiellement. Alors, professeur Peter Kassongo, conseiller principal du chef de l'État, quand j'ai annoncé que je vous reçois, autant de personnes pensent que vous, les régimes, vous êtes animé par une mauvaise foi, vous ne voulez pas glorifier ou soit louer les efforts des autres. Boukanga Alonso, Matata Pogno et Kabila, ils ont laissé des choses là-bas.
sous votre régime, vous avez tout détruit pour chercher à diaboliser les autres. Récemment, vous étiez là, on voyait un peu les images. Boucan Alonso vit encore? Bon, vous parlez de mauvaise foi, ici on ne vient pas parler de la mauvaise foi, on parle en responsable. On fait des affirmations que l'on doit être à mesure de prouver. Ok. Ok. Donc, moi, je suis ici pour parler des réalisations sous l'autorité du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est que vous avez d'abord trouvé. À Boucan Alonso, qu'avez-vous trouvé? Je dois vous dire que... Quand vous avez accédé au pouvoir. Boucan Alonso, on a trouvé, c'est un mornay qu'on a trouvé. Vous dites? Un mornay. Regardez. Mais je dis, mais... Il y a des machines ici. Vous voyez dans quel état? Vous voyez dans quel état? C'est ça que vous avez trouvé? Mais voyez là. Ok. Ok. Mais il y a quand même des choses qui m'ont attaqué. Mais je dis ceci, il y a les engins. C'est la fin qui justifie le moyen. Ok. Boucan Alonso, c'est un complexe, c'est un groupe de sociétés. Il y en a 3. Ok. Il y a CEPAGRI, donc société d'exploitation agricole. Ok. Et vous avez Parc Agri, c'est ça qu'on appelle le Parc agricole de Boucan Alonso. Et vous avez Marikin, qui est en fait qui devait être le marché international, c'est-à-dire qui devait avoir des supermarchés ici et là pour servir de cadre de vente de production de ce complexe de société. Qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui si ce n'est que regarder tous ces investissements importants qui ont coûté cher? Vous étiez là, je suis en train de vous voir. J'ai dit j'étais là. Je suis allé parce qu'en fait, le président de la République ne peut pas accepter que ce qui a coûté cher au peuple congolais, parce que ce n'était pas l'argent qui était sorti de la poche d'un individu, c'est de l'argent du trésor public. C'était combien? J'ai dit c'est de l'argent du trésor public. Le montant, c'était combien? Tout ce qui est ici, tout ce que vous voyez là, c'est sorti du trésor public. L'argent était combien? Et donc c'est l'argent de la République. L'argent qui était sorti? Non, moi je ne viens pas, je crois que... Mais vous étiez là, Non, là je ne suis pas allé vérifier les comptes financiers. Il semblait qu'il y avait 280 millions, 300 et quelques. J'ai précisé que vous êtes conseiller principal en matière de l'agriculture, pêche et élevage. Donc c'est dans votre secteur. Je dis bien, cette question est en justice sur les chiffres, sur le ceci. Ok. Moi je ne vais pas vous faire des affirmations sur des chiffres. Parce que il y a plusieurs sources et chaque source décline ces chiffres. Moi ce qui m'intéressait, selon la vision du président de la République, c'est de voir, de faire l'état de lieu de ce qui a coûté cher, qui est sorti du trésor. C'est des investissements qui ont coûté cher à la République. C'est le peuple congolais qui a supporté ça et qui ne s'est pas en tiré profit. Donc nous sommes allés pouvoir faire l'état de lieu et voir comment il faut mettre ça en valeur de manière pédagogique et responsable. De manière pédagogique et responsable. Vous estimez qu'avant, il n'y avait Monsieur, pas... je vous dis que c'est la fin. Il n'y avait pas de responsables. C'est la fin que justifie les moyens. Lorsque vous investissez autant d'argent, 2 millions dans un projet comme ça, et que finalement on n'a pas les résultats, on arrête, et que plus rien, personne ne suit, c'est de l'irresponsabilité. Et ça, c'est se moquer, c'est insulter le peuple congolais qui a supporté ça. Et donc nous avons, sous l'autorité du président de la République, nous avons fait des visites de sites pour savoir ce qu'il en est et ce qu'il y a lieu de faire pour revaloriser, pour valoriser ça. Parce que abandonner ça, ce que je dis, ce sera totalement irresponsable. Ce n'est pas de l'argent sorti de la poche d'un individu, ce n'est pas des ressources acquises ou données par la faveur d'un individu, c'est de l'argent sorti du trésor public. Et donc nous avons l'obligation d'examiner, de voir comment mettre ça, remettre ça, valoriser ça, exploiter tout ce qui a lieu d'exploiter, remettre ça en valeur pour pouvoir permettre au peuple congolais de tirer pleinement profit de ce qui a été fait en son nom et pour son compte sans pouvoir le permettre d'en tirer profit. Est-ce qu'il y a l'espoir aujourd'hui que Boucan Alonso puisse refaire surface? Je vous dis que nous allons mettre en valeur, apporter des investissements supplémentaires. Et d'ailleurs, c'est là que je félicite le ministre de portefeuille qui a Jean Samboussa, qui, je crois, il avait déjà mis en place une commission pour également une commission interinstitutionnelle pour aller faire un état de lieu et voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir relancer les activités de ce groupe de sociétés. Je dis bien, il faut absolument, nous devons absolument remettre
en valeur, ou mettre en valeur, parce que remettre c'est encore, je crois que je me serais trompé de dire mettre en valeur. Donc c'était en valeur, il faut remettre non, ça n'a jamais produit les résultats pour lesquels ça a été... Mais les gens ici à Kinshasa consommaient quand même le maïs de Boukangalonzo. Bon, vous avez consommé, moi je ne sais pas, vous avez consommé sous, je sais pas... C'est de la mauvaise foi parce que ici, dans les grands marchés, on voyait quand même, il y avait... Monsieur, le projet, les gens achetaient... Ça c'est un projet qui doit produire des effets sur une longue durée. Okay. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez consommé, parce que je vais vous demander, vous avez consommé ça, vous donnerez peut-être une référence et une année ou une seule occasion. Ok? Donc on ne peut pas mettre 2 millions dans un projet pour qu'on nous dise qu'on avait produit en telle année et ça n'est fini. Ok? Donc nous disons, regardez-moi tout ça. C'est des pièces de rechange, c'est des entrepôts, il y a des tracteurs qui sont en train de brûler, il y en a qui sont même désaffectés, il y a des gens qui sont permis de prendre ça, de mettre ça dans leur ferme privée. Il y a tout ça, c'est des engins qui sont très coûteux, mais qui sont ainsi abandonnés. Okay. Et depuis, je dis bien, c'est depuis 2016. Donc c'est pour dire que... Donc on a mis de l'argent, on a négligé. Mais... Je dis, est-ce que vous en avez la suite? Mais vous avez la personne qui avait patronné ce projet, il est ici en vie, il est avec vous ici au Parlement, il est vivant. Je dis, monsieur, ça c'est une société commerciale où l'État est partenaire, l'État est actionnaire majoritaire et en vertu du principe de continuité. Donc, nous allons chercher des voies et moyens pour mettre ça en valeur parce qu'il s'agit des ressources issues du trésor public et qui n'ont pas permis au peuple congolais, les premiers bénéficiaires en fait, de pouvoir en tirer pleinement parti. Professeur Peter Kassongo, parce que vous êtes conseiller principal du chef de l'État en matière de l'agriculture, pêche et élevage, si Boukangalonzo aujourd'hui refait surface, je réponds à ma question, ça va servir... Ça va nous aider en quoi? Est-ce qu'il y aura que Kinshasa qui va consommer ou Boukangalonzo peut servir autant de provinces? Sur le plan économique, qu'est-ce qui peut changer, ainsi de suite? Je crois que vous avez suivi le président de la République déjà dans ses engagements. Il avait promis d'aménager des agropoles à travers la République. Chaque territoire devrait doter des agropoles. Les agropoles sont en fait des méga sociétés coopératives qui vont avoir pour mission non seulement de produire, de transformer, de valoriser ce qu'on a comme production locale, mais d'accompagner également les organisations paysannes, les ménages voilà, vaincre la faim, mais les ménages ruraux à pouvoir produire davantage en mettant à leur disposition non seulement de l'assistance technique, mais également des ressources, notamment l'accès aux engins, les tracteurs, ainsi de suite, pour leur permettre d'embraver davantage de surface, avec tout ce qu'il peut y avoir comme autre fourniture en termes d'intrants, de fertilisants, et ensuite les aider à évacuer ou à vendre leur production à des conditions suffisamment incitatives. Parce que vous le savez très bien, nos ménages ruraux n'arrivent pas à produire davantage parce qu'ils ne savent pas comment vendre. Pourquoi il faut produire davantage lorsque vous ne savez pas évacuer votre production vers les centres de consommation? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de logistique, non plus de transport. Donc tout ça, ça constitue des facteurs limitants. Alors la réponse à ça, c'est ce que propose son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est d'aménager des agropoles qui sont en fait des méga sociétés coopératives qui vont se faire sous le label partenaire public-privé, bien sûr, mais avec pour effet de pouvoir valoriser ce qu'il y a comme production, donc potentiel local, en permettant également aux organisations paysannes, aux ménages ruraux, de libérer pleinement ce qu'ils ont comme potentiel en leur apportant des soutiens supplémentaires, des soutiens essentiels, notamment leur facilitant l'accès aux engins, aux tracteurs, leur apporter de l'assistance technique, faciliter l'accès aux fertilisants, ainsi de suite, et en même temps les rassurer des débouchés. Parce qu'en fait, les agropoles vont avoir des silos, des grands entrepôts et sur place même des unités de transformation. Et ça, c'est le travail, des travaux importants ont été faits. Et je crois que vous avez suivi le discours du chef de l'État sur l'État de la Nation. Il a martelé sur ça, même plus tôt d'ailleurs en Conseil des ministres le mois passé, en décembre. Je crois que le chef a donné des instructions claires au gouvernement
pour que les études de faisabilité, l'état final avant la mise en œuvre du projet, puisse être accéléré afin que début février, on puisse en arriver à passer à une autre phase, celle de mise en œuvre. Donc ça là, je vous dis, c'est une réponse. Et Boukangalonzo, ça fait partie des sites qui sont maintenant ciblés, qui vont être redimensionnés pour abriter des agropoles. Ok. Boukangalonzo, c'est tout autour, c'est près de 80 000 hectares. Donc vous imaginez 80 000 hectares. Donc ça prend la province de Congo, la province de Koulou. Et donc je crois que ce sera un très grand centre d'activité, un pôle de développement agricole qui va effectivement impacter significativement la situation socio-économique des populations dans la manière dont le chef de l'État voudrait que ce soit fait. Dans la manière dont le chef de l'État voudrait que ce soit fait. Mais moi, j'ai honte à votre place. Vous allez m'excuser d'être direct avec vous. Conseiller principal en matière de l'agriculture, pêche et élevage, 6 ans aux côtés du chef de l'État. Quand j'ai annoncé que je vous reçois, quelqu'un qui est à la diaspora, il m'a demandé de vous poser cette question. Comment vous êtes professeur, vous avez à valider que la RDC a acheté des poissons en Namibie? Du moment que nous avons des lacs ici, nous avons tout ici. Est-ce que vous aidez réellement les chefs? Bon, je dois vous dire, quand vous dites que vous avez honte, je ne sais pas c'est quoi le soubassement de votre honte. Partons de la question qu'on m'a demandé de vous poser. Non, vous n'avez aucune raison de dire que vous avez honte, monsieur. Ok. Je dois vous dire, lorsque vous êtes dans une économie ouverte, la réponse immédiate à une carence, ça s'appelle recourir aux sources d'approvisionnement qui sont disponibles. La production, c'est un processus qui prend du temps. Lorsque les gens ont faim aujourd'hui, la réponse est où est-ce que ce qui peut satisfaire, ce qui peut assouvir la soif, ce qui peut effectivement satisfaire le besoin, peut être obtenu dans l'immédiat. Et dans une économie ouverte, lorsque la demande locale ne sait pas couvrir le besoin, en fait, la production locale ne sait pas couvrir le besoin, la réponse immédiate, c'est les importations. Donc il faut savoir que toutes les économies du monde importent, exportent. Chacune selon ce qu'elle est capable d'exporter et ce qu'elle produit. Et chacune apporte selon ses besoins. Donc il n'y a pas de honte à importer, monsieur. Il y a plutôt, on doit avoir honte à importer indéfiniment lorsqu'on ne sait pas valoriser ce qu'on a comme possibilité au niveau local. Je crois que vous avez la réponse. Et donc, lorsque vous dites, que vous avez honte à ce qu'on puisse importer, je peux vous donner raison, parce que ça fait des années que nous avions des lacs, nous avons des rivières, des cours d'eau, des rivières, des lacs qui regorgent de poissons en quantité et en diversité, en termes d'espèces, ainsi de suite, mais qu'on ne sait pas effectivement exploiter. Ça, on peut tous on peut avoir honte. Mais aujourd'hui, moi, je peux vous dire que je ne peux pas avoir honte parce que nous avons un plan. Parce que le chef de l'État a un plan. Nous avons une stratégie, nous avons un plan de mise en valeur de ce que nous avons comme ressources halieutiques et d'exploitation de ces ressources. Et donc, vous pouvez, comme moi, on a eu honte pendant des années à importer des choses qu'on pouvait bien produire sur place. Mais moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je vais avoir honte parce qu'en fait, nous avons une stratégie. Donc, ce n'était pas une bêtise. Qu'est-ce que n'était pas une bêtise? C'était pas une bêtise d'avoir allé acheter, non, je dis d'avoir allé payer pour avoir les droits de pêcher dans un pays voisin. Lorsque vous avez la possibilité, dans un laps de temps tout à fait raisonnable, de mettre en place des mécanismes pour assurer la production locale, et que vous ne le faites pas, vous continuez éperdument à dépendre, à recourir à l'extérieur, là, c'est là qu'il y a lieu de déplorer la situation. C'est là que vous pouvez dire vous avez honte. Est-ce qu'aujourd'hui la situation a changé? Est-ce qu'aujourd'hui la situation a changé? Nous avons trouvé cette situation et nous sommes en train de mettre en place des mécanismes de stratégie. Vous êtes des futuristes. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui nous avons des bateaux de pêche? Est-ce qu'aujourd'hui la situation a changé? C'est une question directe. J'ai dit que nous sommes, je ne vous parle pas des faits imaginaires.
J'ai dit, nous sommes sur une stratégie pragmatique, opératoire et réaliste. Par exemple, Ok. Vous venez de parler de bateaux de pêche. est-ce que nous en avons? J'ai dit, c'est en train d'arriver, c'est en cours. Ok. Ok. Donc, il y a 8 bateaux de pêche qui arrivent sous peu. Et vous avez suivi des instructions qui ont été données au nom du gouvernement pour renforcer la capacité opérationnelle de l'Office national de pêche et aquaculture. Ok. C'est une structure que le chef de l'État a mise en place il y a 2 ans, effectivement pour ce faire. Vous comprenez? Donc, déjà, la mise en place, la création de structure, la désignation des animateurs de la structure, et aujourd'hui, l'investissement dans cette structure pour lui permettre d'avoir des capacités opérationnelles, ce ne sont pas des histoires qu'on vous raconte, c'est des faits, c'est des évidences. Donc, les bateaux, la commande des bateaux, ce ne sont pas des projets, c'est des faits. Des commandes ont été faites, et le gouvernement a honoré cet engagement, et il y a des formalités administratives et techniques qui restent, et donc les bateaux vont arriver sous paix. Donc ça, on n'est pas en train de vous raconter des histoires. Ça vous fait quoi quand les opposants pensent que le chef de l'État, il avait donné des congélateurs ici à Maluku? Est-ce que vous suivez? Oui, oui. Je dis bien ce dont je vous parle, ce ne sont pas, je ne vous raconte pas des récits de faits, des mythologies. Je vous parle de faits réels, des évidences. On aimerait voir, on ira filmer, mais ça vous fait quoi quand vous avez donné des congélateurs selon les opposants ici à Maluku pour que les gens pêchent là-bas, toujours des promesses, les gens disent que le chef de l'État n'a pas honoré ses paroles. On a donné des congélateurs. Les congélateurs, vous avez promis des chambres froides, mais vous avez donné des congélateurs. C'est ce que les opposants disent. Vous êtes, monsieur, vous êtes dans les secteurs. Aidez-nous à avoir la bonne réponse. Je vais bien. Vous avez été au débarcadère là-bas, qui a été construit, qui est même en phase terminale de construction. Il y a une grande salle, ok, qui est effectivement dédiée à la conservation des produits de pêche. Pas des congélateurs? Non, je dis bien, si des congélateurs ont été donnés, c'est pour répondre à des besoins immédiats. Okay. Parce que construire, on ne va pas demander aux gens d'attendre qu'on construise une chambre froide qui va vous prendre quelques mois, alors qu'à l'immédiat, on peut trouver des solutions. Voilà pourquoi vous pointez du doigt. On dit que tout cela, c'est vous. C'est ça la rationalité. Donc c'est ce que vous conseillez au chef. Monsieur, c'est ça la rationalité, c'est ça le pragmatisme. Ok. Donc en attendant qu'on construise une chambre froide, ça va prendre du temps et c'est en train d'être construit. En attendant, on vous dote des outils qui peuvent vous permettre de fonctionner et de faire... Donc c'était des mesures palliatives. Monsieur, donc vous avez la réponse. Et donc on ne s'est pas limité à ça parce que la chambre froide, le débarcadère est construit et avec tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir permettre aux la chambre froide est opérationnelle aujourd'hui de pêcher et de conserver leurs produits dans de bonnes conditions. C'est opérationnel aujourd'hui, on peut aller avec nos caméras, on peut voir que c'est opérationnel ou c'est encore... Je dis que si vous y allez, vous trouverez que tous ces ouvrages sont faits. On est en phase de finition. Merci, c'est toujours... Non, les choses qui vont se faire. Il ne faut pas mélanger les choses. Mais c'est ce que les opposants disent. Monsieur, il ne faut pas ça peut prendre 2 ans, 3 ans, toujours. Lorsqu'on vous dit que ça existe, ce ne sont pas des histoires. Mais ce n'est pas opérationnel. C'est des projets qui restent comme ça. Et puis, même après votre mandat, les gens ne verront pas. Monsieur, la réalité, c'est ce que les gens craignent. Je veux dire que Félix n'est pas un homme, un artisan des œuvres inachevées. Okay. Il n'est pas? Il n'est pas un artisan des œuvres inachevées. Qui était l'artisan des œuvres inachevées? Moi, je ne veux citer personne, mais je vous dis que ce n'est pas un artisan des œuvres parce que vous le voyez en train d'inaugurer, de lancer, de prendre les livraisons et ainsi de suite. Je vous parle de débarcadère. Je vous dis qu'au sein du débarcadère, il y a donc une chambre froide, il y a tout ce qu'il y a, tout ce qui est nécessaire pour permettre aux pêcheurs de pêcher, d'amener leurs produits, de les conditionner. Donc les travaux sont en train de se faire. On est en train de suivre pour accélérer leur mise en œuvre afin que sous peu, ça soit livré aux pêcheurs. Professeur Peter Kassongo, on est à la fin. Regardez la caméra. Je vous laisse 2 minutes. Je vous pose 2-3 questions. Vous pouvez synthétiser. La première question, la situation économique du Congo aujourd'hui. Pensez-vous que cette situation elle est favorable pour les Congolais? Vous allez répondre. Et la deuxième question, concernant la question de l'Est, il y a quand même les gens qui pensent que notre armée est en train de faire des prouesses, de faire des avancées. Est-ce vrai? Et la troisième question, êtes-vous partant pour la révision ou changement de la Constitution? Bon, la situation économique s'améliore. Nous avons une économie qui se consolide ses bases, qui est en train de construire son socle de diversification. Et déjà, vous voyez que des signaux importants sont donnés. Nous sommes partis il y a quelques années d'un budget de 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 18 milliards. À combien? Donc, à 18 milliards. Ok.
Donc c'est une prouesse. Depuis que le Congo existe, c'est la première fois. Monsieur, déjà, j'ai dit que nous étions incapables de mobiliser 3 milliards de dollars il y a 5 ans, il y a 6 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 18 milliards de dollars. C'était encore inimaginable. Et beaucoup n'y croyaient pas. Et c'est des faits. Je dis c'est des faits. On n'est pas dans l'imaginaire, on n'est pas en science-fiction, on n'est pas dans le virtuel, c'est des faits. Pour preuve, vous savez ce qui se fait. Lorsque je parle avec vous de la gratuité, on est en train de parler du programme 145 territoires, on parle de la couverture sanitaire universelle, on parle de la mécanisation des fonctionnaires qui étaient restés des années, que ce soit dans le secteur éducatif, que ce soit dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'administration publique, non payés, non mécanisés. Aujourd'hui, des milliers d'entre eux ont commencé à toucher leur salaire, ça fait déjà des années. Et ça, c'est des prouesses qui sont faites pendant que les conditions, parce qu'il faut voir surtout les réalisations et le contexte dans lequel ces relations ont eu lieu. C'est dans un contexte d'adversité multiple. Vous avez déjà dans un contexte d'une coalition politique toxique avec FCC qui n'était pas favorable. Et tout de suite après, il y a eu une autre adversité naturelle, c'est la crise Covid-19 qui a parlé de toutes les économies du monde. Et ça, nous avons tenu. Et après, nous avons la crise internationale causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a effectivement bousculé les économies du monde. Et donc aujourd'hui, nous avons un budget à hauteur de 18 milliards de dollars, de quoi permettre de financer des projets structurants. C'est dans lequel le chef de l'État reste très engagé. Et je veux vous dire que nous avons des attitudes. Moi, j'ai une attitude très optimiste, je crois, de 2 ans qui vont suivre ici. Les gens seront désillusionnés. Tous ceux qui n'ont que le temps de faire des médisances, des critiques acerbes sur la gouvernance du président Tshisekedi seront désillusionnés, ils resteront sans discours. Parce que nous ne sommes pas une gouvernance de slogan, mais c'est une gouvernance de faits. Êtes-vous partant pour le changement de la Constitution? Écoutez, ça s'impose. Ça s'impose, les réformes constitutionnelles, ça s'impose, parce qu'en fait, vous avez vous-même vu que nous avons fait plusieurs mois après l'élection du président de la République, la réélection du président de la République, on a passé plusieurs mois pour avoir un gouvernement. Tout ça parce qu'il fallait se conformer aux exigences constitutionnelles. Donc 6 mois passés comme ça, et sans oublier d'autres dysfonctionnements qui existent, et même des dispositions qui peuvent être à la base des conflits, des difficultés d'interprétation dans les compétences entre institutions et même entre le gouvernement central ainsi que les entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Et donc il y a des réponses importantes qui devront effectivement apporter des nouvelles dispositions constitutionnelles. Donc les réformes constitutionnelles, à mon avis, ça s'impose. Ça s'impose soi-même, et je crois que partout les chefs est passé. Vous avez vu la population entrer en engagement, donc il faut changement. Donc, pas la population, voilà. Un poignet de main de la population. Non, 30 secondes. Notre armée est en train de faire de prouesses. Est-ce qu'il y a l'espoir qu'il y aura la paix suffisamment, une paix durable à l'Est? Mais nous avons d'abord un grand guerrier à la tête du pays, donc un grand combattant, déterminé, plus que quiconque. Donc il investit tous ses moyens, tout ce qu'il a comme énergie intellectuelle, physique, spirituelle. C'est que sont en train de faire nos compatriotes, les forces armées sur terrain, leur prouesse, leur résistance, leur résilience. Et donc tout ça, c'est des indices qui doivent nous rassurer. Parce que, vous savez, il y a quelques années, Goma a été pris, hein, par les M23. Quelques années, Goma a été pris. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'ils ont du mal à s'approcher de Goma? Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Merci. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont encore dans leur religion. Nous sommes déterminés derrière le président de la République et nous apportons tout notre soutien aux forces armées, aux combattants Wazalendo qui les accompagnent, qui sont avec eux, et nous sommes sûrs et déterminés de pouvoir mettre fin à cette guerre sous peu. Merci professeur Peter Kasongo. J'espère que vous allez affaiblir Paul Kagame. Alors, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous êtes conseiller principal du chef de l'État en matière de l'agriculture, pêche et élevage. Vous étiez dans l'équipe de campagne du chef de l'État, professeur d'université,
secrétaires nationaux de l'UDPS. Quel UDPS Kabouya ou de Obisibu? De l'UDPS. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers publics. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Prenez les liens, partagez et laissez vos commentaires. L'homme a parlé. Le débat est lancé dans les réseaux sociaux. Un grand merci à l'équipe technique. Je vois mon réalisateur, M. Massounda, qui était là. Il a réalisé cette émission. Côté caméra, Amoro Sandemia. Côté régie finale, M. Toussaint, qui était là à côté. YouTube, Kenny Mavinga et Rachidi. Une autre RDC est possible. Au revoir. Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans